Faut s'imaginer un instant dans la peau d'un cartographe. D'accord, un cartographe. Ouais, parce qu'habituellement, la géographie, on l'aperçoit comme quelque chose d'extrêmement fixe, de très lent en fait. Absolument. C'est une toile de fond qui bouge très peu. Voilà. On dessine les chaînes de montagnes, on trace minutieusement le lit des fleuves, les rivières, et on s'attend logiquement à ce que cette carte reste globalement identique pour les siècles, voire les millénaires à venir. C'est vrai qu'il y a un côté très rassurant dans cette permanence de la pierre et de la terre. On a l'habitude de subir notre géographie, pas de la créer. Exactement. Mais parfois, et c'est là que ça devient fascinant, cette permanence vole littéralement en éclats. Quand la nécessité s'en mêle. C'est tout à fait ça. Parfois, par nécessité absolue, l'être humain décide de prendre le pinceau et de redessiner lui-même la carte à très grande échelle. On parle d'intervention massive, là. Des interventions colossales. On décide de bloquer une vallée entière, on érige un mur de béton titanesque entre deux montagnes, et soudainement, une immense tache bleue apparaît sur le papier. Un lac géant qui n'existait tout simplement pas la veille. C'est ça. On ne parle plus du tout de s'adapter au paysage, on parle vraiment d'une volonté de remodeler un pays tout entier. Pour maîtriser sa ressource la plus vitale. L'eau. Capturer, maîtriser et gérer l'eau de manière chirurgicale. C'est d'ailleurs le cœur de notre plongée au cœur des sources d'aujourd'hui. Et c'est un sujet d'une complexité passionnante. Complètement. L'objectif de notre analyse en profondeur, c'est de décortiquer une série d'informations techniques qu'on a tirées d'une vidéo de la chaîne YouTube Projet du Maroc. Une source qui met en lumière un projet d'infrastructure hydrologique d'une ampleur vraiment difficile à concevoir au premier abord. Ça donne le vertige, hein. On est face à des chiffres qui traduisent une ambition nationale tout simplement colossale. Surtout que ces données ne listent pas juste des chantiers isolés. Elles racontent le déploiement d'une stratégie globale. Un vrai maillage territorial. Pour asseoir tout de suite l'importance de ce qu'on va aborder, il faut poser le cadre avec les chiffres structurels fournis par la vidéo. Allez-y, donnez-nous l'échelle du projet. On parle ici de la construction simultanée de 17 grands barrages à travers tout le royaume. 17 chantiers immenses. En même temps, En même temps, le tout représente un investissement évalué à environ 28 milliards de dirhams. c'est un effort financier monumental. Et le but de cette manœuvre? Augmenter la capacité de stockage d'eau du pays de 5,6 milliards de mètres cubes supplémentaires. C'est le chiffre clé, oui. Et ce qui est fondamental dans la lecture de ces données de la chaîne Projet du Maroc, c'est la mention de directives royales. Des directives qui soutiennent directement ces projets, oui. Exactement. Le but explicite est d'accélérer la gestion de l'eau. Et cette notion d'accélération, c'est pas juste un élément de langage politique. Ça veut dire qu'on est pressé. Très pressé. Ça indique qu'on n'est pas dans une planification routinière d'infrastructures publiques sur 50 ans. On est dans une mobilisation générale. Une course contre la montre, carrément. Absolument, pour répondre à un impératif de sécurité nationale. D'accord. Décortiquons tout ça, parce qu'il y a un point qui soulève une question logistique majeure. Je vous écoute. Le chiffre de 5,6 milliards de mètres cubes d'eau, c'est gigantesque. C'est tellement gros que ça en devient abstrait. C'est difficile à visualiser pour un cerveau humain, en effet. Du coup, pour donner un ordre d'idée, il faut visualiser des vallées entières, des écosystèmes complets que l'on va volontairement submerger pour créer l'équivalent de mers intérieures. C'est exactement ça, des mers artificielles. Mais logistiquement parlant, lancer 17 chantiers de cette taille simultanément, ça ressemble à un cauchemar absolu. Un cauchemar logistique et technique, oui. Faut acheminer des millions de tonnes de matériaux, mobiliser des milliers d'ingénieurs, d'ouvriers ultra qualifiés sur 17 sites différents. Aux quatre coins du pays, oui. Pourquoi ne pas sécuriser une région, terminer un ou deux barrages sereinement, puis passer au suivant? C'est une question qu'on peut légitimement se poser. Pourquoi choisir la complexité extrême de la simultanéité? Eh bien, de prime abord, l'approche séquentielle, un barrage après l'autre, semblerait beaucoup plus prudente financièrement et techniquement. Ça paraît très logique, oui. Mais si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, telle qu'elle est décrite à la fin de notre texte source, on comprend l'urgence. La fameuse gestion de l'eau. Voilà, la source souligne que ces efforts sont essentiels pour le développement économique et la sécurité hydrologique du pays. Donc en fait, on n'a tout simplement pas le luxe d'attendre. Précisément. Le stress hydrique, c'est un phénomène systémique. Si on construisait un barrage après l'autre, le temps qu'une région au nord soit sécurisée, Une région au sud se retrouverait à sec. exactement.
où une plaine agricole vitale se retrouverait en déficit critique, ce qui entraîne des pertes de récoltes massives. Et potentiellement un exode rural, j'imagine. Tout à fait. Construire 17 barrages en même temps, c'est déployer ce qu'on pourrait appeler un bouclier hydrologique. Un bouclier hydrologique, j'aime beaucoup cette image. C'est un bouclier sur plusieurs fronts simultanés. C'est une réponse logistique radicale à une urgence climatique où l'eau n'attend pas. Cette image permet vraiment de bien visualiser l'urgence. Et justement, puisque l'accélération voulue par ces directives est le moteur, la source met en lumière les projets qui touchent au but. Ceux qui sont sur le point d'être livrés, oui. Ceux qui vont commencer à accumuler cette eau très bientôt. Mais il y a une disparité dans ces chiffres qui m'interpelle fortement. Qu'est-ce qui vous surprend dans les données d'avancement? Eh bien, la vidéo mentionne d'abord le barrage GES à Alozema. Il montre une avancée spectaculaire avec 98% des travaux complétés. On est sur la toute fin du chantier. Voilà. Et ce barrage promet une capacité de 93 millions de mètres cubes. C'est un volume très respectable. Sauf qu'ensuite, la source évoque le barrage Amdas à Sefro. Lui aussi est presque achevé. Il affiche 95% des travaux réalisés. Oui, très proche de la livraison également. Mais la capacité annoncée pour Amdas à Sefro, c'est de 700 millions de mètres cubes d'eau. C'est vrai que la différence est frappante. C'est là que ça devient vraiment intéressant. On a 2 chantiers sur la ligne d'arrivée, mais l'un d'eux va stocker presque 8 fois plus d'eau que l'autre. C'est une observation très juste. C'est comme construire un réservoir de quartier contre un immense lac régional. C'est un scepticisme très sain de se poser la question du retour sur investissement, on va dire volumétrique. Mais il faut se méfier du piège du gigantisme à tout prix. Ah bon? Oui, notre source utilise une expression clé. Elle mentionne une gestion efficace dans des zones stratégiques. Zone stratégique, d'accord. L'ingénierie hydrologique, c'est pas juste chercher le plus gros volume partout où on peut. Mais stratégique comment, du coup? Qu'est-ce qui rend un petit barrage de 93 millions de mètres cubes tout aussi crucial qu'un géant de 700 millions? Ça dépend entièrement de la topographie locale et de la fonction qu'on assigne à l'ouvrage. C'est-à-dire? Eh bien, un barrage comme Amdas à Sifro, avec ses 700 millions de mètres cubes, se situe probablement dans une très large configuration topographique. Un endroit qui a la place d'accueillir toute cette eau. Voilà. Et il agit sûrement comme un nœud majeur pour soutenir de très vastes bassins agricoles. Logique. Et pour l'autre? À l'inverse, le barrage GES à Alozema, bien que plus modeste en volume, répond à un impératif tout aussi vital, mais ultra localisé. Par exemple? Il peut s'agir d'une vallée très encaissée, où l'eau de pluie ruisselle à une vitesse destructrice lors des orages. Ah, pour éviter les inondations. Exactement. Retenir 93 millions de mètres cubes dans ce contexte, ça ne sert pas qu'à stocker pour boire, ça sert à écrêter les crues. À protéger une agglomération en aval. C'est ça. Ou à garantir l'eau potable d'une zone particulièrement isolée. C'est de l'acupuncture territoriale. De l'acupuncture territoriale. L'image est excellente. On applique la pression exacte là où le système en a besoin, ni plus ni moins. Donc, si on reprend notre analogie de la carte du début, on ne colorie pas aveuglement en bleu avec un gros rouleau de peinture partout. Surtout pas. On utilise des pinceaux de précision pour s'adapter au relief et aux besoins de populations spécifiques. C'est très clair. Le bon volume au bon endroit. Mais je dois revenir sur un autre détail de ces chiffres. Et 98% et 95% de taux d'achèvement. Oui, les derniers pourcentages. Intuitivement, on se dit qu'à 98%, il suffit de balayer le chantier, de fermer les vannes et de laisser la pluie faire le reste, non? Beaucoup de gens pensent ça, oui. Mais j'imagine que dans l'ingénierie des barrages, les derniers pourcents sont loin d'être une simple formalité. C'est même souvent la phase la plus critique sur le plan technologique. Vraiment? Quand on annonce 98% pour le barrage GES à Alozema, ça veut dire que le génie civil lourd est en place. Les millions de tonnes de béton ou de remblai. Voilà. Mais les 2% restants, c'est pas un coup de peinture de finition. Qu'est-ce que c'est alors? C'est l'installation et le calibrage de tout le système hydromécanique. On parle de l'insertion de vannes en acier massif qui pèsent des dizaines de tonnes. Waouh! Et ces vannes devront résister à des pressions d'eau phénoménales sans fuir d'1 millimètre. Et il y a aussi toute la partie sécurité, j'imagine. On remplit pas un barrage d'un coup en espérant que le mur tienne le choc. Surtout pas. La phase finale implique l'intégration d'un véritable réseau nerveux à l'intérieur même du béton. Un réseau nerveux. Des capteurs, des piézomètres pour mesurer la pression de l'eau à l'intérieur de la structure, des pendules de très haute précision pour détecter la moindre déformation microscopique du mur. Ah oui, on surveille chaque millimètre. Ensuite vient la mise en eau. C'est un processus très lent, très contrôlé, qui peut prendre des mois, voire des années. Des années juste pour le remplir? Oui, pour s'assurer que la géologie locale réagit correctement au poids titanesque du nouveau lac. Donc,
98%, c'est la fin du gros œuvre, mais c'est le début de la très haute précision. C'est fascinant. Et cette précision, ça nous amène naturellement à un autre aspect dévoilé par la vidéo. Lequel? L'arsenal de techniques déployées ne se limite pas à la création pure. On ne part pas toujours d'une page blanche ou d'un terrain vague. Ah, vous parlez des chantiers à mi-parcours. Exactement. La source nous donne des exemples comme le barrage Koudia El Beda à Sidi Kassem qui affiche une progression très solide de 82%. Un chantier bien avancé. Mais c'est le projet suivant qui soulève une question mécanique incroyable. Le barrage de Sakia Elanra Ayoun. Un cas très particulier, oui. La source indique que ce barrage en est à 74% des travaux accomplis, mais avec une précision majeure. Il est en cours de reconstruction. Voilà, le mot reconstruction est lâché. Cela signifie qu'on ne se contente pas de couler du béton neuf dans des zones vierges. Ce terme de reconstruction, ça change complètement la donne par rapport à un projet neuf. Techniquement, j'ai même du mal à concevoir comment c'est possible. C'est un défi immense. C'est un peu comme imaginer la rénovation lourde d'une vieille maison, d'accord? Mais là, c'est carrément comme devoir construire une nouvelle coque autour d'un navire pendant qu'il navigue en pleine tempête. La comparaison est forte, mais elle est juste. Bah oui, on a un fleuve qui continue de couler, une pression d'eau qui existe déjà contre une structure vieillissante. Absolument. Comment est-ce qu'on parvient physiquement à reconstruire un barrage à 74% comme à Sakia El Andra à Yon, sans que tout cède pendant les travaux? C'est un défi d'ingénierie majeur. Comme vous l'avez dit, on ne peut pas vider complètement un fleuve ou l'arrêter avec un bouton. C'est impossible. Pour reconstruire ou réhabiliter lourdement une structure, les ingénieurs utilisent des techniques de dérivation très complexes. On détourne l'eau. Oui, en mettant souvent en place ce qu'on appelle des bâtards d'eau. Des bâtards d'eau, hein, c'est quoi exactement? Ce sont des barrages temporaires, beaucoup plus petits, qu'on construit juste en amont et en aval du chantier principal. Ah, pour isoler la zone. Exactement. On dévie l'eau, souvent dans de grands tunnels qu'on a dû creuser exprès dans la roche environnante. Ça permet de créer une zone de travail complètement à sec autour de l'ancienne structure. C'est génial. Et une fois que cette zone à sec est créée, on détruit l'ancien barrage pour recommencer? Pas toujours, et c'est là toute la subtilité de la reconstruction. Souvent, il s'agit d'épaissir le barrage existant. L'épaissir. On rajoute des couches? Si l'ancienne structure montre des signes de faiblesse face aux nouvelles normes sismiques, par exemple, on va venir couler de nouvelles masses de béton, Par-dessus. souvent du côté aval, donc du côté sec vers la vallée, pour venir adosser et renforcer le mur original. On lui donne un nouveau dos en quelque sorte. Ah, je vois très bien. On en profite aussi pour moderniser les évacuateurs de crues. Vous savez, ces immenses toboggans de béton. Oui, par où le surplus d'eau s'échappe. Voilà. On les agrandit pour qu'ils puissent gérer des débits d'eau beaucoup plus violents causés par les dérèglements climatiques actuels. Ce qui est fascinant ici, c'est que ça relie directement cette complexité technique à l'engagement du Maroc cité par la source envers une gestion durable. C'est le mot-clé, hein. Durabilité. Et lourde de maintien. C'est le cœur même de la durabilité structurelle. Maintenir l'existant. Exactement. Un barrage vieillissant qui perd de sa capacité à cause de l'accumulation de sédiments au fond ou dont les vannes sont obsolètes, c'est un danger. Un danger pour les populations en aval, oui. Et une perte économique sèche. Le choix d'allouer une partie de ces 28 milliards de dirhams à la reconstruction de Sakia Elanra Ayon prouve une maturité incroyable dans la gestion de l'eau. On ne court pas juste après la nouveauté. Non, moderniser, sécuriser et adapter le patrimoine infrastructurel qu'on a hérité du passé, c'est tout aussi vital pour la sécurité hydrologique que de bâtir de nouveaux ouvrages rutilants. On prend donc vraiment soin de ce qu'on a déjà conquis sur la nature. C'est essentiel pour tenir sur le temps long. Justement, le temps long, parlons-en. Parce qu'après avoir exploré ces chantiers presque achevés et ces reconstructions complexes, notre exploration s'oriente vers un horizon beaucoup plus lointain. La vision à très long terme. La vidéo de projet du Maroc démontre qu'il ne s'agit pas juste d'un sprint de quelques années pour faire bonne figure, mais d'une course de fond ininterrompue. C'est ce qu'on appelle la planification échelonnée, avoir des projets à tous les stades d'avancement. Et la source fournit un exemple magistral de cette vision à long terme en évoquant le barrage Mohamed V, situé entre Taurir et Nador. Un projet colossal, lui aussi. La vidéo le décrit textuellement comme un autre point focal. Et pour cause, on parle d'une extension prévue pour augmenter sa capacité à presque 1 milliard de mètres cubes. 1 milliard de mètres cubes, c'est astronomique. Mais c'est un chiffre délirant. Actuellement, la source précise que les travaux n'en sont qu'à 35% de réalisation. Oui, un chantier encore au début de son cycle lourd. Et à côté de cela, d'autres projets mentionnés, comme Targamadi à Gérifia,
et Bulawan à Chachawa sont décrits comme moins avancés, mais progressant de manière constante. Cela soulève une question importante sur la manière dont on gère un réseau. La présence simultanée de tous ces stades d'avancement est révélatrice d'une stratégie très fine. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au niveau technique? Je bloque vraiment sur ce chiffre d'1 milliard de mètres cubes pour l'extension de Mohamed V. C'est un défi d'extension, oui. Comment on procède physiquement pour étendre la capacité d'un barrage existant jusqu'à un volume aussi gigantesque, alors qu'il n'en est qu'à 35% des travaux? C'est la question que tout le monde se pose devant un tel chantier. On ne peut pas juste rajouter des rangées de briques ou de béton au-dessus du mur existant pour le rendre plus haut aussi? Surtout pas. Faire ça, ce serait courir à la catastrophe. Pourquoi? Ce que vous décrivez s'appelle la surélévation simple de la crête. Et augmenter la hauteur d'un barrage pour retenir 1 milliard de mètres cubes, ça modifie fondamentalement les lois de la physique locale. La physique locale, c'est-à-dire? Ce qu'on appelle la pression hydrostatique. Plus l'eau est profonde, plus elle pousse avec une force inouïe contre la base du mur. Ah oui, le poids de la colonne d'eau. Exactement. Si on se contentait de rajouter de la hauteur au mur, le mur originel basculerait tout simplement sous cette nouvelle pression. Il n'est pas fait pour ça à la base. Ça ferait un effet levier et tout céderait. C'est exactement ça. Donc, à 35% d'avancement pour Mohamed V, on n'est probablement même pas encore en train de toucher au sommet du barrage. Vous avez tout compris. À 35%, les ingénieurs sont très probablement en train d'opérer des travaux titanesques mais invisibles. Sous la terre. Oui, à la base même du barrage et surtout sur ses fondations géologiques. Ils renforcent les racines du barrage en quelque sorte. C'est une très belle image. Ils doivent épaissir considérablement le profil du mur depuis le bas et injecter du ciment sous ultra haute pression profondément dans la roche-mère. Pour éviter que la montagne elle-même ne cède. Pour éviter que l'eau, sous ce nouveau poids immense d'1 milliard de mètres cubes, ne s'infiltre par le sous-sol et ne contourne purement et simplement l'ouvrage par en dessous. C'est un travail de titan. Jet d'une telle envergure, à 35%, progresse lentement en apparence par rapport à un chantier neuf. Parce qu'on est dans le ventre de la bête. C'est ça. On prépare la base pour supporter l'impossible. Mais le fait que la source prenne le soin de lister ces chantiers lointains avec des progressions constantes pour Targa Omadi à Gérifia et Bulawan à Chichawa, ça montre bien que l'État ne met pas tous ses œufs dans le même panier temporel. C'est l'essence même de l'engagement stratégique. C'est la définition de la résilience à l'échelle d'une nation. On plante des graines pour le futur. Oui, avoir des infrastructures prêtes aujourd'hui à 98%, ça permet de répondre aux urgences de l'année prochaine. Logique. Mais avoir simultanément la volonté politique et la surface financière pour lancer des extensions pharaoniques à 35%, dont les bénéfices ne se feront sentir que dans 10 ou 15 ans? C'est ce qui garantit la sécurité pour la génération suivante. Exactement. Le réseau est pensé de manière organique, en perpétuelle évolution. Le but est de ne jamais se retrouver au pied du mur face à un climat qui, lui, change très vite. En somme, à travers les données de cette source, on assiste à la chorégraphie très complexe d'un pays qui construit son avenir hydraulique à 3 vitesses différentes. 3 vitesses, oui. L'urgence immédiate, la réparation du passé et l'anticipation du futur lointain. C'est fascinant. Une chorégraphie d'ingénierie lourde, orchestrée avec une précision mathématique, sur l'ensemble d'un territoire national. C'est une excellente façon de résumer tout ça. Et ça nous amène naturellement à la conclusion de notre analyse d'aujourd'hui. Le moment de faire la synthèse. Voilà. Pour synthétiser les points clés extraits de la vidéo projet du Maroc, on comprend que la construction de ces 17 grands barrages dépasse très largement le simple alignement de chiffres impressionnants. Bien que 28 milliards de dirhams et 5,6 milliards de mètres cubes, ce soit déjà vertigineux. Vertigineux, oui. Mais on a vu qu'il s'agissait surtout d'une adaptation topographique stratégique. Chaque infrastructure, du petit barrage de 93 millions au géant d'1 milliard de mètres cubes, répond à une logique très ciblée. De la sécurité localisée ou des nœuds vitaux de réseaux agricoles. Exactement. On a également compris que l'ingénierie déployée relève de la haute voltige, être capable de reconstruire des ouvrages en maintenant la pression d'un fleuve. Les fameux bâtards d'eau. Et d'épaissir des bases colossales pour anticiper les besoins du futur, c'est remarquable. La construction de ces 17 barrages, c'est un engagement profond envers une gestion durable de l'eau. Et le message fondamental de ces sources, c'est l'intrication absolue entre la gestion de l'eau et la viabilité d'un pays. On ne peut pas les séparer. Impossible. Que ce soit avec l'achèvement de projets comme Amdas à Sefro ou la refonte de Sakia El Khandra à Younes, la ligne directrice est claire. L'eau est le prérequis non négociable de développement économique. Sans cette sécurité hydrologique, rien ne tient. Aucune politique industrielle ou agricole n'est viable à long terme. C'est la base de tout.
Et justement, cette idée de sécurité hydrologique indissociable du développement économique, ça pousse vers une réflexion finale assez vertigineuse. Une réflexion qui va au-delà de la géographie physique. Oui, bien au-delà. Parce que si l'on extrapole à partir des faits qu'on vient de décortiquer, on réalise que l'eau a silencieusement changé de statut. Elle n'est plus ce qu'elle était. Non, elle n'est plus cette simple ressource naturelle basique, ce don du ciel qu'on se contentait de stocker de façon passive, en croisant les doigts pour passer la saison sèche. Elle est devenue le socle fondamental, le degré zéro sur lequel reposent toutes les autres chaînes de valeur de nos sociétés modernes. C'est exactement le cœur de la question. En observant ces investissements, on peut se dire que l'eau est littéralement en train de devenir la monnaie fondamentale du futur. Une monnaie physique. Une monnaie physique, lourde, palpable. Sans cette monnaie, aucune usine ne tourne, aucune terre ne produit de nourriture, aucun développement humain ne s'enracine durablement. C'est la condition sine qua non de la prospérité. Il est donc fascinant d'observer tout ça, et on est en droit de se demander si, à l'avenir, la véritable richesse et la puissance géopolitique des nations ne se mesureront plus à la taille de leurs réserves d'or. Ni même à leur gisement de pétrole. Non, mais très précisément à leur capacité d'ingénierie hydrologique, leur capacité concrète à redessiner leurs propres cartes, à ériger ces boucliers de béton pour forcer la topographie à retenir chaque goutte d'eau tombée du ciel. La géographie devient une arme de survie. Et la question de savoir qui saura le mieux maîtriser son paysage pour accumuler cette nouvelle monnaie liquide dictera très probablement la survie et la hiérarchie économique globale dans les décennies à venir. C'est une pensée très puissante, effectivement. Une pensée imposante à méditer bien après la fin de cette écoute, alors même que sur le terrain, les ingénieurs continuent inlassablement de couler le béton de ces nouvelles forteresses bleues.